Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice. Salut Rudy, bonjour à tous et à toutes. Alors, pour ceux qui nous découvrent aujourd'hui, une rapide introduction. On a donc fondé le site superphysique.org en 2009 pour les pratiquants naturels de musculation que nous sommes parce qu'on en avait marre d'avoir des blessures, on en avait marre d'appliquer de mauvais conseils, de perdre du temps, de ne pas progresser, d'être maigre comme des clous. Et donc, au fur et à mesure des années, sachant qu'on a commencé la musculation autour des années 2000, on a accumulé suffisamment de connaissances à notre goût pour essayer de démocratiser les bonnes connaissances. Et donc, depuis 2009, on a écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos, des centaines et des centaines de podcasts pour essayer de vous éviter de perdre du temps comme ça nous est arrivé. Et donc, de fil en aiguille, il y a eu plein de projets qui se sont greffés à cette création de contenu. Il y a eu la marque de compléments alimentaires Superphysique Nutrition, donc disponible sur le site, surtout destinée à améliorer la santé. On a une application SP Training qui est l'application concrète de nos conseils pour ceux qui ne voudraient pas consommer tout le contenu qu'on a pu créer, et je peux les comprendre, qui est disponible sur l'App Store et sur le Play Store. On a également le Super Physique Gym, donc ma salle de musculation à proximité d'Annecy. Vous êtes les bienvenus si vous êtes de passage, ou si vous êtes sur Annecy et sur une salle un peu différente. Il y a également la Villa Super Physique, là où je vis, et qui vous accueille si vous cherchez quelques jours où loger, et qu'en plus vous écoutez régulièrement les podcasts que l'on fait. Et enfin, plus personnellement, chacun de notre côté, on a nos propres sites. Fabrice a son site musculation-alter.fr où il propose on a une méthodologie pour ceux qui s'entraînent à domicile de manière minimaliste avec peu de matériel. Il y a également son livre du même nom. Et enfin, j'ai mon propre site rudykoya.com depuis 2006 sur lequel j'écris également pas mal d'articles et où je propose du coaching à distance, des livres et formations, dont mes deux derniers livres, le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sèche naturelle. J'ai d'ailleurs reçu mes nouveaux exemplaires du guide de la prise de masse naturelle. J'ai préparé toutes les enveloppes avant le podcast, donc juste après, je vais à la poste pour les poster. Et enfin, il y a des formations également en fonction de la morpho-anatomie, que ce soit pour les pectoraux, le dos, les biceps, ou sinon la formation complète Superphysique où il y a tout de tout sur méthodesp.rudykoya.com. Et donc dans ces podcasts, depuis maintenant un peu plus de 5 ans, on les a repris un peu plus de 5 ans puisqu'on avait commencé en 2010, on vous partage en général notre actualité, mais surtout on essaye de répondre aux questions qui sont posées sur les forums Superphysique, qui sont les derniers forums de musculation, notamment en plus pour les pratiquants naturels, des questions auxquelles on essaye d'apporter un peu plus de précision par rapport à l'écrit, des questions qui nous inspirent plus ou moins. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à utiliser les forums Superphysique qui sont plutôt actifs, notamment la partie cahier d'entraînement où ça s'encourage énormément. Fabrice, as-tu de l'actualité cette semaine? Ou ça y est, as-tu la même vie que moi et tu n'as pas une vie trépidante? Mon actualité, c'est qu'en fait, le Covid s'attaque même aux véganes. Non, Ouais, figure-toi qu'il touche même les véganes. c'est incroyable parce que quand on est vegan, normalement, on est immunisé contre tout. Bah, c'était bien ce que je pensais, mais en fait, ça n'a pas marché pour le Covid. Ah merde. Et donc, franchement, je faisais partie à mon avis, des rares irréductibles qui n'avaient ni eu le Covid, ni n'étaient vaccinés. Et je faisais toujours très attention à mettre le masque dans les lieux fermés, à si jamais j'allais boire un coup, par exemple, dans un bar, je faisais à être en extérieur. Quand il y a eu l'assemblée du syndic, j'ai fait attention d'être à côté d'une fenêtre. Enfin, tu vois, je faisais tout pour ne pas choper le Covid. Et en fait, c'est ma femme qui a dû l'attraper en allant danser avec l'association locale. Quoi, Et elle danse avec d'autres personnes sans toi? ouais, bah tu sais, il y a des fois, il y a 10 ans, j'avais fait des efforts pour moi danser, et puis avec le temps, tu te dis, vaut mieux qu'elle aille danser sans moi et que moi, j'ai pas à aller danser. Sauf que, manifestement, elle a ramené le Covid, et donc assez rapidement, elle a eu des symptômes, et elle était pas bien, donc couchée au lit et tout ça. Et en fait, moi, au début, mes symptômes, je lui dis avec humour, je lui dis, bah, moi, aujourd'hui, je me suis mouché une fois, puis j'ai éternué 2 fois. C'était ça, mes symptômes Covid. Style de faire le malin en disant, tu vois, moi, force vegan, le Covid, il passe pas, quoi. Sauf que 48 heures plus tard, j'étais moi-même au lit avec de la fièvre et tout ça. Et bah voilà, comme j'ai pas non plus voulu prendre des Doliprane et tout le tralala parce que
je me suis dit que ça allait masquer des symptômes et que justement je voulais avoir tous les symptômes pour être sûr de savoir quand ça allait s'arrêter puis quand ça allait se finir. Et bon, au final, ça a duré des plombes, euh, peut-être 4 jours au moins avec de la fièvre, et puis 5, 6 pour en terminer complètement. Et voilà où j'en suis maintenant. Donc, je ne fais plus partie des ni Covid ni vaccin, Bah, au vu moins, que j'ai été t'es Covidé. immunisé maintenant. On peut espérer que tu sois immunisé pour quelques mois. C'est même pas clair parce qu'apparemment le variant Omicron générerait pas beaucoup d'immunité et puis en plus comme il y a toujours des nouveaux variants, t'as qu'une immunité partielle sur les nouveaux variants, donc c'est même pas dit, mon cher Rudy. Mais alors, bah, comment on fait? Faut plus sortir de Ben chez on, soi. on fait comme je faisais avant, on fait attention et puis on, on est bien embêté si sa femme veut aller danser avec des gens qui ont le Covid. Voilà l'histoire. Bah merde, alors. Bah Donc finalement, ouais, mieux vaut être célibataire, c'est ça la conclusion. je ne sais pas, mais en tout cas, le véganisme ne protège pas du Covid, Rudy, pour ceux qui auraient pu penser le contraire. Putain, parce que moi je pensais que le véganisme c'était comme le jeûne, ça permettait de se régénérer quoi. En fait, pas du tout. Ouais, ouais. En fait, ça régénère pas. Donc voilà, mais me revoici. Ah, bon. Enfin. Bon, bah s'il y a pas trop d'actualité, moi j'en ai pas spécialement non plus. Je donne toujours mes cours en BPGEPS et sachez que nous avons vu les exercices pour les pecs. Chaque année en fait, bah, je dois leur apprendre entre guillemets en quelques séances les mouvements à la salle. Et à chaque fois je dis bon, bah par contre on commence. Et comme par hasard, vraiment grand hasard, chaque année ils veulent commencer par l'entraînement des pectoraux. Donc on commence par l'entraînement des pectoraux et donc j'ai la chance des fois certaines semaines de faire 2 cours sur l'entraînement des pectoraux en salle, alors apprendre le développé couché. Du moins apprendre les petites techniques pour faire le développé couché. Donc je suis très heureux quand c'est comme ça. Je suis Ouais, très bah heureux. ça aurait pu changer puis être les abdos, hein. Oui, d'avoir Être avec les dans abdos, je sais pas, ou les ischio-jambiers, mais personne m'a jamais demandé les ischio-jambiers. non, les Malgré le ischio-jambiers, fait qu'on le évidemment. fasse. Hein. Les ischio-jambiers, c'est une blague. Mais les abdos, on pourrait imaginer dans le futur où tout le monde est gros et où finalement la priorité c'est d'abord les abdos plutôt que les pecs. Là, j'ai une blague. Si, j'ai une blague. L'année dernière, donc en BPGEP, j'avais raconté que des fois, il y avait des gars à la pause ou des filles à la pause qui bouffaient n'importe quoi. Vraiment des trucs, des cookies, des Kinder, franchement des trucs inadmissibles. Et donc, bah, je gueulais, je dis, mais attendez les gars, vous êtes coach, qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi, c'est pas possible. Et donc, le coordinateur de la formation avait prévenu tous les élèves avant que, quand ils avaient cours avec moi, c'était interdit de faire ça. Quoi. C'était interdit de bouffer de la merde, c'est pas possible, hein. J'allais les mépriser, et c'est le cas. Bref. Et donc, cette année, pour l'instant, tout allait bien. Et cette semaine, roulement de tambour, dans les 2 classes, il y a eu un qui a bouffé une barre de chocolat, donc Sean, s'il m'écoute, et il y en a un que j'ai réussi à sauver. Je l'ai vu ouvrir son paquet de gâteaux soja citron, vous savez, des sortes de petits beurres, mais soja citron, je sais pas quoi. J'ai vu le paquet s'ouvrir, j'ai pris le paquet, et j'ai été le cacher, quoi. Il a pas pu les bouffer. Et j'ai hésité à donner ça à quelqu'un que j'aime pas, mais comme j'aime tout le monde, je savais pas qui le donner. Et donc, putain, mais j'ai eu chaud. J'ai failli avoir comme l'année dernière des gens qui mangent n'importe quoi. Ah là, j'étais fou là. Au bout de 4 cours, c'est pas possible, Fabrice. Ouais, bah t'as qu'à leur offrir des paquets de lentilles en disant voilà l'aliment magique. Il fait tout sauf la protection Covid. Les lentilles. Super, le truc vraiment dégueulasse. Je vais leur offrir des noix de cajou, tiens. Des noix de cajou, ça c'est bon. En ce moment, c'est ce que je prends à la place des amandes, des noix de cajou, et ben c'est un délice. Pas les salés, hein, bien évidemment, ni les grillés, hein, les crus. Alors, sur les questions de la semaine, avant de commencer, je voulais répondre à un commentaire, parce que il y en a plusieurs qui m'en ont parlé. C'est une question de Edouard. Donc la semaine dernière, j'ai fait un podcast spécial préparation physique pour poser un peu les bases, parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui veulent s'entraîner pour être meilleurs dans leur sport. Et donc Edouard qui nous dit: Bonjour, il y a un point que je n'ai pas compris. Il y a une distinction entre endurance de force et force endurance dans ton podcast et dans le guide de la musculation naturelle, ton livre. Tu expliques que la musculation hypertrophie, c'est de la force endurance. Mais dans le podcast précédent, et aussi dans le guide de la musculation, tu expliques que l'endurance de force n'est pas de l'hypertrophie. Il me semble que tu parles de fibre 2A ou quelque chose comme ça, utilisant le glycogène, alors que la muscu hypertrophie est orientée vers les fibres 2 et 2B, utilisant le glycogène et la créatine. Du coup, je reviens sur ma question. L'endurance de force et la force endurance sont-elles deux choses différentes? Est-ce que tu veux répondre, Fabrice, ou est-ce que j'y vais, je déballe tout?
Oh là là, j'ai une petite fenêtre pour dire deux choses, pour parler un peu. Alors, je vais dire que ce sont deux choses différentes, et que l'endurance de force, c'est plus de répétitions, alors que la force endurance, bah, c'est plutôt notre cible habituelle en muscu, entre 8 et 20 reps. Alors, on va voir si j'ai bon. Oui, alors, donc cette question, elle est sympa parce qu'en fait, j'ai un copain du kayak qui écoute aussi les podcasts, Guillaume, petite dédicace, je sais qu'il écoute. Et il m'a dit, justement, il m'a dit, tu parles d'endurance de force, de force endurance, de force vitesse, de vitesse force. Il dit, je comprends pas parce qu'à chaque fois, il y a la force. Qu'est-ce que ça change? Alors, je refais un petit point rapide. En fait, la force, quand on fait de la musculation, c'est un peu la qualité centrale. Dès qu'on bouge, entre guillemets, on produit de la force. Et donc, ensuite, on produit plus ou moins de force sur une durée plus ou moins longue. On sait que pour l'hypertrophie, donc la prise de muscle, l'hypertrophie, c'est la prise de muscle. Voilà, comme Patrice l'a dit, c'est de la force endurance, en général, entre 8 et 20 répétitions. C'est les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire. C'est la tension mécanique, donc les poids qu'on utilise, le stress métabolique. Donc, on regroupe le temps sous tension durant la série et le temps sous tension durant la séance. Et ça, le troisième facteur, c'est la progression. Donc, il faut progresser. Si je fais 10 à 60, il faut qu'au bout d'un moment, je fasse 10 à 61, 10 à 62, etc., etc., ou 20 à 60 si on parle de fourchette de répétition, en fonction des exercices. Voilà. Maintenant, quand on met des charges entre 8 et 20 répétitions, ça correspond, comme j'expliquais la semaine dernière, entre 60 et 80% de son maxi. Environ, plus ou moins, il y a des différences entre les personnes, voilà. Euh, Maintenant, quand on fait des séries plus longues, de l'endurance de force, normalement qu'on qualifie entre 40 et 60% de son maxi, ben on va faire des séries beaucoup plus longues. Et effectivement, d'un point de vue de l'hypertrophie, ça peut être moins efficace, ça peut s'entendre notamment dans des stratégies de rattrapage de points faibles, de construction de VO2 local, comme on avait parlé, de développement de mitochondries, de capillaires. Euh, voilà, c'est de l'hypertrophie non contractile, même s'il y a toujours du muscle qui va se construire aussi si on progresse là-dessus, mais de manière moins optimale que si on fait dans la bonne fourchette de répétition avec les bons temps sous tension, les bonnes charges. Mais n'empêche que la force est la qualité centrale. Donc on a l'endurance de force, on a la force vitesse, on a la vitesse force, c'est pas la même chose. On a la force puissance, la puissance force, la force endurance, la force max, la force explosive. J'en oublie sans doute, mais en fait la force elle est centrale. Et ensuite en fait, on distingue en fonction de la durée et des poids qu'on utilise. Concernant les différents types de fibres, euh, il y a plusieurs choses. Alors, c'est peut-être un peu complexe, mais si mes élèves de PGF s'écoutent, ils font un peu d'avance. Le recrutement musculaire, c'est assez simple. Si on parle au niveau d'un unique et même muscle, si la charge est faible, on va utiliser nos fibres les plus faibles. On n'a pas besoin d'utiliser nos fibres les plus fortes, les plus grosses, les plus rapides. Donc, on va utiliser surtout les fibres lentes. Pour ça, si vous faites de la course à pied tranquillement, voilà, c'est surtout des fibres lentes. Quand l'effort va s'accentuer en intensité, on va forcer plus, on va devoir recruter des fibres qui ont plus de potentiel de production de force. Donc, et qui vont être moins endurantes. Donc, ça va être ce qu'on appelle généralement les fibres rapides. Donc, je vais pas rentrer dans les détails parce que il y a les fibres effectivement 2, 2A, 2B, 2C, 2X. Il y a des fibres intermédiaires, il y a plusieurs fibres lentes, bref. Il y a plein de trucs et je suis pas assez spécialiste pour entrer là-dedans. Et donc ça, cette règle-là, s'appelle le principe d'Henman. Donc c'est un type qui s'appelle Henman qui a dit, voilà, plus l'effort est intense et plus je vais utiliser mes plus grosses fibres, celles qui ont en théorie le plus de potentiel de croissance, c'est-à-dire les fibres rapides. Parce que justement, elles ont moins de mitochondries, elles ont moins de capillaires et en général, elles ont plus de composantes contractiles, donc tout ce qui est actine, myosine. Voilà, on va rester sur actine, myosine, ce qu'on appelle sarcomère, myofibrilles. Elles ont plus d'éléments contractiles. Donc ça, c'est la première règle pour le recrutement. La deuxième règle, c'est que la vitesse d'exécution impacte aussi le recrutement. On appelle une fibre rapide parce qu'elle se contracte plus rapidement. C'est-à-dire que lorsque je fais un sprint, et ben comme normalement je suis très rapide, comme Usain Bolt, on va dire, je démarre à fond, et ben je vais utiliser tout de suite mes fibres rapides. Je vais court-circuiter sur le principe d'Henman. Pareil si quand je fais mes mouvements, et c'est pour ça qu'on recommande beaucoup avec Superphysique de pousser le plus vite possible, de tirer le plus fort possible, toujours en utilisant ses muscles, mais d'utiliser l'accélération compensatoire pour justement, même si ça va pas vite, avoir cette intention et qui va permettre de recruter plus facilement les fibres rapides. Donc indépendamment de la charge, c'est pas parce qu'on utilise des charges légères, si on met de la vitesse, on peut court-circuiter ce principe. À partir de là, est-ce que ça a un intérêt? Je dérive sur
Est-ce qu'on cherche à solliciter préférentiellement certaines fibres quand on fait de la muscu pour prendre du muscle? Eh ben, en théorie, je dirais oui, mais il faut pas trop s'en inquiéter parce que finalement, quand on est dans le meilleur équilibre des 3 facteurs de l'hypertrophie, donc on est en force endurance, en fait, tout va plus ou moins s'hypertrophier pendant un certain temps, des fois pendant des années et même plus, en fonction du potentiel de chacun, de sa morphoanatomie, de sa mobilité, de ses antécédents sportifs, de son hérédité, bref. Et donc, on va progresser comme ça. Maintenant, la semaine dernière, j'expliquais que un cycle d'endurance de force pouvait avoir de l'intérêt pour ceux justement qui font pas de cardio, qui n'ont pas fait trop d'antécédents auparavant. Michael Gundil parlait de densité cardio-musculaire, je crois, à l'époque. Moi, j'aime bien le terme en ce moment de VO2 local. C'est beaucoup repris dans des papiers sur l'entraînement, notamment du kayak, la VO2 locale. Mais en gros, ça pourrait avoir du sens de faire un cycle d'endurance de force pour développer donc, ces mitochondries, ces capillaires pour que la cellule respire mieux. Et en plus, nerveusement, pour, on va dire, faire de l'apprentissage moteur, apprendre à notre corps où se trouvent nos muscles et à les utiliser. Donc, c'est par exemple ce qu'on faisait quand on recommande des séries de 100 pour les épaules, dont je parle d'ailleurs dans le guide de la musculation naturelle. Ce n'est que ça, pour ensuite refaire un travail classique de force endurance, qui là va permettre d'exploiter ce qu'on a développé. On va mieux récupérer entre les séries, mieux récupérer entre les séances, on va mieux recruter nos muscles, parce qu'on a appris notre système nerveux où se trouvaient nos muscles, et en même temps, ça permettra de pas congestionner quand on se lave les dents. Donc on fait la vaisselle. Donc ça peut avoir du sens, mais c'est sûr que c'est pas avec ça qu'on va maximiser la prise de muscle, même si, quel que soit l'effort qu'on va faire, on va prendre du muscle, après plus ou moins, et étant donné que c'est tellement difficile de prendre du muscle naturellement, qu'il faut faire quand même des vrais efforts, et ben autant faire les bons efforts si c'est notre objectif principal. Voilà Fabrice, est-ce que c'est plus clair? Oui, et alors par contre, il y a une théorie aussi qui est que quand on utilise des charges faibles, mais qu'on va À l'échec? à, à l'échec et puis qu'on fait toutes les répétitions de manière explosive, et ben à un moment donné, on est censé solliciter aussi les fibres rapides et Tout à donc fait. générer de la croissance musculaire. Sauf que moi, en J'ai pas l'impression pratique, que ça marche. ça se vérifie pas. Oui. Voilà. Mais bien sûr, c'était la théorie que défendait beaucoup Jean Texier et qui avait été repris par Emmanuel Lejar aussi dans son bouquin La Force, qui est un très bon livre d'ailleurs, qu'on a du mal à trouver, mais qui est un très bon livre, et justement qui reprend les Jean Texier dedans et qui disait, bah voilà, les charges légères, si on force à fond, donc c'est le principe d'Hellman, bah à un moment, on va utiliser nos fibres rapides. Sauf que, ce que je pense, avec le recul, donc mon hypothèse, c'est que il y a tellement d'inhibitions qui sont mises en place. J'aime bien le bouquin Endurance de Alex Hutchinson qui reprend la théorie de Tim Noakes sur le gouverneur central. On pourrait en reparler. Mais en gros, que la fatigue, c'est quelque chose de global et non pas quelque chose de local. C'est que je pense qu'à partir du moment où tu fais des séries très longues, par exemple, et que finalement, on parle d'endurance de force, donc si on fait des séries de 50 au développé couché, ce qu'on recommande absolument pas en fonction des facteurs limitants, CF tome 3 de la méthode superphysique pour ceux qui veulent aller plus loin, et ben, ce qui se passe si on fait des séries de 50 là-dessus, c'est que la fatigue, elle peut être plus cardiovasculaire, cardio-respiratoire, ça peut être la VO2 locale qui nous limite, et ça va pas être vraiment les muscles. Et donc en fait, on va fatiguer la fatigue centrale, la fatigue générale, en fait, elle va pas venir de nos muscles. Et donc on va pas pouvoir recruter entre guillemets ces fibres rapides. Donc et pareil, on pourrait dire que même énergétiquement, on a toujours des réserves énergétiques, on a toujours des stocks d'ATP, même si on simplifie qu'on déplète tout, c'est pas vrai. Il y a toujours des stocks, il y a une protection. On pourrait imaginer aussi qu'à ce moment-là, si on n'est pas habitué à ce type d'effort, et même à force de faire cet effort-là, on va repousser notre seuil de fatigue, de tolérance. Et ben, on pourrait se dire qu'avec ces séries longues, ben, en fait, la fatigue générale va être tout sauf musculaire. Et donc c'est pour ça qu'on va pas, on voit en pratique, qu'on va pas recruter les fibres rapides, même si en théorie, bah voilà, quand on prend qu'un seul facteur et qu'on l'isole des autres, c'est toujours facile de faire dire des choses, mais quand on regarde de manière plus globale, avec plus de recul, la pratique nous permet de comprendre également, de faire la théorie, comme tu viens de l'expliquer. Voilà, Fabrice. Merci Rudy. Alors, maintenant, on va pouvoir passer aux questions qui ont été posées sur les forums. Ça, c'est une question qui avait été posée sur SoundCloud. Je rappelle que vous pouvez répondre aux commentaires, répondre au podcast directement sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous nous demandez des précisions par rapport à des sujets qu'on a abordés. Si c'est des sujets qu'on n'a pas abordés, je le dis souvent parce que j'ai eu une remarque cette semaine qui m'a dit, je crois que c'est Adrien, qui m'a dit, oui, on pose des questions sous les vidéos, mais tu réponds pas.
Parce que les questions n'ont rien à voir avec ce qu'on a abordé dans le podcast. Donc dans ce cas-là, c'est beaucoup trop long, entre guillemets, de répondre de manière individuelle sous une vidéo ou le podcast. Dans ce cas-là, mieux vaut utiliser les forums Superphysique. Comme ça, si la question en plus est super, on pourra la traiter en podcast de manière plus précise. Alors, question sur les forums. C'est une question exprès pour toi, Fabrice. Je suis actuellement en BPGEPS et on nous rabâche souvent que sur un squat, on ne doit jamais casser la parallèle pour la santé de nos genoux. Mon prof d'anatomie de biomécanique m'expliquait que sur un squat, il valait mieux plutôt casser la parallèle dans un premier temps parce qu'on utilise l'élasticité pour remonter et aussi car on se retrouve dans une position de la parallèle où le genou est dans une position beaucoup moins stable et où la pression est augmentée de plus de 40 fois. Qu'en pensez-vous? En gros, faut-il descendre à fond au squat ou pas pour ses genoux? Fabrice, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, bah c'est rigolo parce qu'en fait, ce débat-là, ça fait déjà 20 ans qu'on en parle et ça se trouve, ça en parlait peut-être même déjà avant qu'il y ait Internet. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Déjà, il y a plusieurs types de squats, même si on considère que le squat arrière, on va considérer que c'est de ça dont on parle, donc le squat avec une barre au niveau de la nuque. En gros, il y a deux gros types. Il y a quand on a la barre dite basse, on la met le plus bas possible sur son dos en écartant les mains. C'est un squat dit de force athlétique. Et là, en général, on a tendance à faire un demi-squat, effectivement, et c'est la hanche qui va partir en arrière, le dos qui va se pencher. Et en gros, voilà, c'est un squat où la hanche part en arrière. Et effectivement, dans ce cas-là, en plus, les genoux vont avoir tendance à pas trop s'avancer en avant. C'est mécanique. C'est-à-dire que pour maintenir c'est l'équilibre, le fait qu'on ait la barre basse dans le dos qui fait que mécaniquement on va avoir cette posture-là avec les hanches très en arrière, les genoux qui dépassent pas et tout ça. Et effectivement, là, il n'y a pas beaucoup de pression sur le genou, même si on est en demi-squat, parce que les genoux sont pas très en avant. Et par contre, on a beaucoup de pression sur le dos quand on va remonter, parce que du coup, on a le dos qui, dans cette position-là, a été très penché. Ensuite, il y a le squat dit d'haltérophilie, ou même qu'on appelle aussi normalement squat de bodybuilder, parce que les bodybuilders ont plutôt tendance les culturistes ont plutôt tendance à le faire comme ça, où la barre est dite haute, c'est-à-dire qu'on va avoir les mains qui sont relativement serrées sur la barre, puis la barre qui est placée légèrement en dessous du cou. Et en fait, ça, mécaniquement, quand on fait un squat comme ça, on a tendance à avoir le dos qui reste relativement vertical. On va devoir ouvrir beaucoup les hanches et avoir les genoux qui sont orientés vers l'extérieur. Et là, dans ce type de squat-là, c'est vrai que naturellement, on a tendance à descendre plus bas que la parallèle. Naturellement, c'est comme ça que ça se fait. Et dans ce cas-là, effectivement, on va utiliser l'énergie élastique pour remonter. Ouais, encore que ça, je suis pas sûr que ce soit nécessairement mieux pour le genou ou moins bien. Mais voilà, en gros, les deux types de squats, c'est ça. Barre basse en demi et puis barre haute en complet. Ça, c'est le premier truc. Mais effectivement, là, on peut se dire, est-ce que si on a la barre haute, est-ce qu'il faut pas mieux se contenter du demi ou pas? Ça, je te laisserai répondre éventuellement, Rudy. Et il y a un autre facteur, c'est aussi les chaussures. Et ça, on n'en parle jamais, ce qui est très curieux. Mais en fait, dans le temps, quand on manquait de souplesse au niveau de la cheville, ce qu'on avait l'habitude de faire quand on faisait du squat barre arrière, c'était à mettre des petits disques sous les talons. Et en fait, en faisant ça, mécaniquement, les leviers changeaient et on pouvait descendre plus bas au squat en avançant un peu plus les genoux. Et on peut obtenir le même effet avec des chaussures qui ont c'est comment ça s'appelle, un drop, qui ont un drop élevé par rapport à si vous faites du squat en ballerina. En fait, donc du coup, la, le- la hauteur de vos chaussures va influencer la manière dont vous allez faire du squat, en fait. Plus le Alors, est-ce qu'on drop, met des chaussures à talons, Fabrice? ben moi je suis contre, en fait, mais aussi parce que j'ai une bonne souplesse de la cheville et à un moment donné j'avais acheté des chaussures exprès de force athlétique et je trouvais qu'elles avaient trop de drop et quand je les mettais, effectivement je voyais bien que mes genoux partaient plus en avant que je le voudrais et ça me tirait plus sur les genoux. Mais le problème c'est que si on n'a pas la souplesse nécessaire du tout, et ben plutôt que d'aller arrondir le dos mieux vaut mettre des chaussures qui ont un drop ou mettre un petit truc sur les talons. Voilà, ou même mieux vaut ne pas faire de squat du tout. Mais bon, admettons qu'on veuille absolument faire du squat. Dans ce cas-là, C'est quand ça va même un aussi exercice indispensable, hein, Fabrice.
Du coup, dans ce cas-là, effectivement, selon la souplesse, on est obligé de mettre des chaussures avec drop. Mais moi, mes préconisations, c'est plutôt de pas mettre de chaussures qui ont un drop quand on fait du squat. Et si on n'a pas la souplesse nécessaire pour le faire correctement, on n'en fait pas du tout. Et puis basta. Et alors, je finis sur cette blague avant de te rendre la parole. Ce qui est drôle, c'est que sur le squat, donc il y a toujours eu ces deux histoires. C'était la profondeur. Est-ce qu'il faut descendre en full ou pas descendre, soit pour les genoux, soit pour le dos. Et il y avait des gens qui, sur les forums Smart Way Training, quand ça s'appelait comme ça, disaient que dans les salles d'haltéro, ils gueulaient si on descendait pas à fond au squat. Et puis dans les salles de force athlétique, ils gueulaient si au contraire on faisait un squat complet, parce que les uns et les autres pensaient que leur façon de faire du squat c'était la meilleure pour la longévité et puis leur activité. Donc bref. Néanmoins, et je termine là-dessus, moi ma constatation quand même, c'est qu'avec le squat, dans 99% des cas, on se nique le dos plutôt que les genoux. Et à présent, je te rends la parole, Rudy, puis tu vas nous éclairer sur le sujet. Non, mais c'est vrai que c'était des débats qu'on avait il y a plus de 20 ans sur les forums, et c'est drôle que ça revienne. Je pensais effectivement qu'on avait passé ce point où certaines personnes disaient qu'il fallait pas avancer le genou par rapport au pied. Je pensais que c'était plus du tout d'actualité, que c'était plutôt admis, mais a priori c'est encore d'actualité pour certains qui sont pas remis à jour au niveau de leur connaissance. Admis qu'on peut avancer les genoux. Oui, C'est ça que tu... exactement. C'est ça. Voilà. De toute façon, si vous faire un squat de force athlétique sans avancer les genoux, c'est possible. Hein. Faire un squat barre haute sans avancer les genoux, c'est impossible en fait. On peut pas. Sinon on tombe. Hein. C'est pas possible. Si tu tombes sur quelqu'un qui a les fémurs très très courts, des fois je tombe. Je me souviens du petit Joël que j'entraînais, qui est dans en analyse morpho-anatomique dans le tome 2 de la méthode Superphysique. Lui, il avait les fémurs tellement courts qu'il avançait presque pas les genoux quoi. En fait, il descendait droit sans presque. C'était assez impressionnant. Ou alors il faut faire un squat complètement les pieds en canard de chez Canard, quoi. C'est un espèce de squat profond sumo. Sinon c'est la plupart des morphologies, voilà, les genoux vont s'avancer, c'est normal, quoi. Mécaniquement c'est normal. Et surtout que plus on a les fémurs longs, plus on est obligé, avec une technique, on va dire généraliste, largeur de bassin, pied à 10h10, plus on va être obligé d'avoir de mobilité de cheville et donc d'avancer les genoux pour pouvoir ne pas faire un squat good morning. Alors, je continue, je crois que tu allais rebondir, mais sur cette histoire de squat, en fait, quand on fait normalement du power, et si vous regardez la plupart des squats des gens qui font de la force athlétique, du powerlifting, Louis Simon ça avait bien expliqué il y a des années et des années, vraiment, c'est lui qui, dans ma tête, en a parlé le premier, c'est que quand on veut vraiment être fort, il faut utiliser les muscles les plus forts du corps. Et au squat, ce qui rend le plus fort, c'est d'utiliser les muscles de la chaîne postérieure, notamment les fessiers. C'est pour ça que si vous allez en compétition de force athlétique, vous allez voir tout le monde, tous ceux qui sont forts en tout cas, avec un gros cul. Parce que les fesses, si vous n'avez jamais utilisé vraiment les fesses au squat, vous pouvez essayer si vous faites du squat. Quand vous êtes en bas, pensez à serrer les fesses et vous allez voir que ça vous remonte directement, plutôt que de pousser sur les quads. Alors forcément, si on utilise les fesses au détriment des quadriceps, et c'est moins, c'est pas le même objectif. Maintenant, sur faut-il descendre ou faut-il pas descendre, est-ce qu'on va se niquer les genoux ou pas, la réponse est toujours la même. Quelle est votre souplesse? Quelle est votre mobilité? Quelle est votre morpho-anatomie? Si j'ai les fémurs très très longs et que j'ai pas la souplesse de cheville en proportion à cette longueur de fémur, je vais pas pouvoir avancer suffisamment les genoux. Et donc, avec le poids va vouloir forcer une amplitude que je n'ai pas, il va vouloir me forcer à avancer les genoux, et il y a de fortes probabilités que j'ai mal aux genoux, ou si j'ai pas mal aux genoux, j'aurai mal aux chevilles, ou j'aurai mal aux hanches, ou j'aurai mal au dos. Dans tous les cas, je vais me niquer parce que je vais essayer d'utiliser une amplitude que je n'ai pas. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, la question, c'est comment vous vous entraînez habituellement. Parce que, vous le savez, on est le reflet de nos habitudes. Et si vous n'avancez jamais vos genoux par rapport aux pieds, et que d'un coup, vous dites, je vais faire du squat, du full squat, parce que je suis un vrai guerrier, c'était des débats aussi qu'il y avait sur les forums. Ceux qui faisaient du squat complet, c'était des vrais guerriers, et les autres, c'était des demi-guerriers. Et si vous n'avancez jamais le genou par rapport aux pieds, et que vous le faites du jour au lendemain, il y a de fortes probabilités que vous ayez mal aux genoux aussi. Parce que vous n'êtes pas habitué, vous n'avez pas le renforcement adéquat au niveau des quadriceps, au niveau des ischio-jambiers, au niveau des tendons, au niveau des ligaments, au niveau des os. Donc c'est pareil, il faut, entre guillemets, si vous avez une douleur, de toute façon c'est simple, une douleur, la plupart du temps, c'est que vous avez été au-delà de vos capacités. Que ce soit de renforcement, de mobilité, de muscles,
que vous n'êtes pas encore prêt psychologiquement pour utiliser cette amplitude. Il peut y avoir plein de raisons. Mais ça, c'est le premier truc. Ah. Ensuite, il y a Emeka et Jérémy qui ont répondu sur le topic. Si un exercice vous fait mal au genou, il ne faut pas le faire. Ça, je le rappelle, ça semble logique, mais si un exercice vous fait mal au genou ou mal au dos, il ne faut pas le faire. Après, je vais revenir sur ce qu'a dit Fabrice, parce que moi, je me suis niqué un genou au squat, Fabrice. Je sais pas si tu te souviens. J'avais 17 ans et je me suis fait un ménisque. Ce qui a stoppé ma carrière de powerlifter qui allait devenir sans doute recordman du monde un jour. On peut toujours rêver. Mais moi, je m'étais fait un genou parce que justement, j'avais pas la mobilité de cheville suffisante par rapport à mon longueur de fémur et je l'ai toujours pas, vu la longueur de mes fémurs en plus. Et donc, un coup, j'avais rentré les genoux. Mais même si aujourd'hui, je vois plein de trucs qui disent c'est pas grave de rentrer les genoux, c'est pas grave de rentrer les genoux. Oui, mais d'accord, on en reparlera, on en reparlera plus tard. Hein. Mais et ben j'avais rentré les genoux et d'un coup j'avais senti quelque chose et je m'étais fait le ménisque et donc 6 mois sans squat et ça m'a généré des douleurs aux genoux pendant un long moment. Ensuite, heureusement maintenant ça va, mais c'est possible de se niquer les genoux au squat. Si on n'a pas la bonne mobilité. Ensuite, sur le squat en lui-même, faut-il descendre ou pas descendre? Déjà, le prérequis de base, et ce que j'apprends à mes élèves en BPGEP, c'est le premier truc, c'est est-ce que je suis capable, jusqu'où je suis capable, à vide, sans poids, sans rien, de descendre? Est-ce que si je me mets un bâton sur le dos, qui va nécessiter d'avoir de la mobilité au niveau des épaules, au niveau des pecs, de pouvoir contracter les trapèzes, de contracter les abdos, jusqu'où je suis capable de descendre? À partir de là, là où je descends, c'est mon amplitude. Alors pour certaines personnes, cette amplitude, bah, ça va être peut-être un quart de squat. Et dans ce cas-là, je pense qu'il y a mieux à faire, comme possiblement faire des fentes, ou je sais pas, ou faire du vélo, mais avec les fentes, on peut déjà bien s'amuser. Il y a plein de variantes, il y en a des dizaines et des dizaines. On peut déjà bien s'amuser. Je crois que Fabrice en met pas mal sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir. Chaîne YouTube Team Super Physique. Il y en a pas mal qui me demandent le nom. Ok? Donc ça, c'est votre amplitude. Et à partir de là, bah voilà, vous allez déterminer si pour vous, en fonction de votre objectif, vous devez travailler votre souplesse et votre mobilité pour pouvoir descendre plus. Parce que, je sais pas, vous voulez faire les quadriceps au maximum, et vous avez une bonne morphoanatomie, quand vous descendez, vous prenez surtout tout dans les quadriceps et pas dans les fessiers. Et dans ce cas-là, bah, plus vous descendez, plus vous allez étirer les quadriceps et mieux c'est. Ou à l'inverse, vous dites, bah non, moi je fais du squat, mon objectif c'est plus de faire du powerlifting, de la force athlétique. Si je fais du squat parallèle, ça suffit. Et dans ce cas-là, bah vous allez travailler pour avoir cette amplitude-là un petit peu plus, parce qu'il faut toujours avoir un petit peu plus d'amplitude que le mouvement ne l'exige, pour avoir une sorte de protection. Parce que si vous êtes pile poil, et qu'à un moment, bah forcément, vous allez forcer, mais de plus en plus lourd, vous allez vous retrouver dans une amplitude que vous n'avez pas, avec des poids lourds, et donc ça va faire crack. Peut-être pas crack tout de suite, mais ça va pas traîner. Donc la question du squat, c'est plutôt quels sont mes objectifs, quelle mobilité et souplesse j'ai, et à partir de là, bah, on décide en connaissance de cause. Ça fait longtemps que j'ai pas dit cette phrase. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. Et puis après, on peut s'habituer. On n'est pas, encore une fois, en rigolant, on disait le squat indispensable en rigolant, mais encore une fois, c'est pas du tout obligatoire le squat. Surtout vu nos habitudes à être assis, à bouger de moins en moins, il y a de plus en plus de personnes qui sont pas capables entre guillemets de faire un squat jusqu'en bas. Moi, j'ai jamais réussi à faire un squat jusqu'en bas. On n'imagine pas. Je crois que j'en parlais la semaine dernière, justement dans le préparation physique. Usain Bolt, quand on le voit faire un squat, je sais pas pourquoi ils lui ont fait faire du squat, mais ça sert à rien. Fallait pas qu'il en fasse. Il descendait entre quart et demi squat. On voyait bien que c'était pas pour lui. Les basketteurs, ils font pas de squat non plus. Ils n'ont pas de squat complet. Donc par contre, il y a plein de variantes qu'on peut faire. On peut faire de la presse, on peut faire des fentes, on peut faire des montées sur banc, on peut faire du squat gobelet à la rigueur parce qu'on veut travailler. Et ça passe beaucoup mieux aussi. On peut faire des squats sur box. On peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Squat sur box, je suis pas sûr que ce soit mieux. Hein. Non, mais sans. Alors pareil. Alors tiens, on peut préciser. Souvent, je vois des gens qui font du squat sur box, notamment dans les vieilles vidéos que j'ai de Louis Simons au West Side, où les gars ils posent et ils s'assoient complètement. Alors moi, j'ai toujours été contre ce truc-là, mais on pourrait imaginer une box qui est à l'amplitude que tu as aujourd'hui, et puis chaque semaine tu descends un peu la box pour descendre un peu plus. Ça, tu aurais un repère d'amplitude, donc ça peut s'imaginer. Mais c'est vrai qu'il faut pas s'asseoir complètement. Alors là, c'est le pire. Ça, c'est le Ouais, pire. mais je suis pas convaincu par ce truc-là de la boxe parce qu'en fait, à moins vraiment de l'effleurer, ce qui sera peut-être possible sur les premières répétitions où tu es frais, si à un moment donné tu relâches la tension parce que tu as trop touché la boxe, et je pense que tu es dans une position à risque en fait. Et c'est ça le problème avec la boxe, c'est que tu as un risque, je pense, de relâcher
de la contraction au niveau des fesses et du dos quand tu t'assieds dessus, pas complètement, mais même un petit peu, tu vois, tu as le risque de relâcher. Donc moi, je suis contre le box squat, mais bon. Bah, donc, tu peux permettre un ballon suisse alors. De toute façon, alors comme on l'a déjà dit, hein, nous on était sans doute beaucoup plus sportifs que tous ceux qui écoutent le podcast aujourd'hui, hein, dans les années 2000. Tous ceux qui ont fait du squat barre arrière se sont tous niqués. On s'est tous niqué le dos. Je comprends pas si on a une bonne technique, Fabrice et tout. De, de différentes manières. Il y en a, c'est aller jusqu'à la hernie discale. Moi, ça m'a tassé le dos et ce qui fait que ça m'entraîne plein de problèmes encore maintenant, même si je fais plus de squat parce que mon dos est tassé définitivement. Et les autres, il y en a qui ont encore mal au dos 10 ans après. Donc, et on était tous sportifs et mobiles. Et Alors on était des aujourd'hui, guerriers surtout. On était des vrais guerriers. C'est ça qu'il faut dire. alors aujourd'hui que les gens sont pas mobiles, ont des gros problèmes de tension musculaire. Donc ce que j'appelle tension musculaire, c'est on parle de l'amnésie des fessiers, mais il n'y a pas que ça. En réalité, c'est ce qu'on voit, c'est ce que voit Rudy au BPGEPS, etc. Les gens aujourd'hui ne savent pas mettre la tension dans les bons muscles au bon moment. En fait, ils ont pas le truc, et donc du coup, il faut pas faire du squat arrière. En fait, si nous on s'est blessé avant, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Et tout ça pourquoi? Parce que pendant le temps que tu fais du squat, voilà, tu as des grosses cuisses, t'es balèze, mais une fois que t'es blessé, je peux vous dire que ça revient vite. Enfin voilà, tout ce que t'as, c'est une petite photo qui dit, bah avant je faisais tant de squats et puis j'avais tant de cuisses, hein, parce que parce que ça s'en va vite quand on passe Bah, s'entraîner. heureusement, on a tes photos en slip sur Superphysique, hein. Voilà, c'est ça. Voilà tout ce qui reste de la période où j'ai fait du squat, et ben des photos où j'ai des grosses cuisses, c'est tout. Et puis ben que j'ai le bas du dos tassé. Voilà le bilan. Le bilan, Non, c'est mais, ça. ouais. Une photo et le bas du dos tassé. Voilà. Attention, on en parle régulièrement. Et des fois, les plus jeunes ne comprennent pas, veulent pas admettre le truc. Et c'est normal, hein. Nous aussi, on avait 20 ans, 25 ans, on se dit, bah non, c'est génial, c'est génial. Et c'est vrai qu'avec le recul, bah, ça finit toujours mal, hein. Même si on a une bonne technique entre guillemets, parce qu'on n'est pas symétrique, parce que les tensions se répartissent pas bien, parce qu'on a des compensations, parce que être parfait entre guillemets, ça nécessite beaucoup trop de travail. Mais la réalité, c'est que personne va prendre ce temps-là complètement pour y arriver. Donc finalement, mieux vaut faire des variantes, on a déjà expliqué plusieurs fois, plutôt que de s'acharner sur le squat, surtout vu ce qu'il en est aujourd'hui. Bah, tiens, on parlait de tension dans les muscles. Alors cette semaine, je te disais, bah, j'ai fait faire les pecs à une de mes promotions de PGEPS. Et donc, j'ai beaucoup de filles dans une promotion à Annecy. Et forcément, c'est pas des adeptes de l'entraînement des pecs. Pour résumer, il y en a qu'en fait, je vois, elles ont jamais fait de développé couché, jamais fait d'écarté. Donc, je dis bon, bah, on va faire les mouvements, on va les apprendre, tout ça. Et il y a aussi des gars dans la promo. Et je dis, bah voilà, quand vous faites un mouvement, quand vous voulez personnaliser un programme pour quelqu'un, faut regarder ce qui se contracte. Donc, vous pouvez prendre la personne, faire un tour avec elle, je sais pas, première séance, deuxième séance, faites un bilan, et vous mettez au développé couché et vous regardez ce qui se contracte. Donc, si la personne débute complètement, bah, ça va être dur, mais vous le positionnez bien, vous voyez, puis dès que la personne a un peu d'expérience, un peu de muscle, on voit. Et donc, avec les gars hier, bah, on a pu voir justement que certaines personnes, ils faisaient du coucher, bah, on voyait l'épaule prenait l'ascendant sur le pec. On les mettait au décliné, ah bah tiens, là le pec, c'est mieux. Tiens, là on fait des écartés, qu'est-ce qui se passe? Et on voyait certaines personnes justement, bah, certaines filles, ils disaient bah là, je vois que t'es faite pour les pecs, voilà, la position est bien, le pec est devant l'épaule, quand elles font le mouvement. Je dis est-ce que tu sens les pecs? Et elles disent bah non, je sens pas du tout. Et donc bah, forcément parce que comme elles n'ont jamais fait et que les pecs c'est pas un truc qu'on utilise dans la vie de tous les jours, en fait elles ont pas ce truc là. Et donc, bah, tout le dilemme, ou toute la problématique, ou tout ce qu'elles vont devoir faire cette année, c'est justement apprendre à utiliser leurs muscles pour pouvoir apprendre ensuite à d'autres gens à utiliser leurs muscles. Parce que si tu sais pas utiliser tes muscles, en fait, le développement musculaire, ça va être compliqué. Et même le développement sportif, ça va être compliqué. Ou alors, tu vas faire des mouvements un peu archaïques dans tous les sens. Et au lieu d'utiliser tes muscles qui vont te protéger, bah, en fait, tu vas surtout t'auto-détruire. Et à la fin, bah, il restera tes photos ensuite. Et attendez, et c'est vrai que Oui, encore. Là, tu te moques. Moi, je savais mettre l'attention au bon endroit. Mais bien Hein, sûr, bien nous sûr. aussi. Donc, mais c'est pour dire que même en faisant tout parfait, quoi, on s'est niqué. Alors, c'est ça que je veux dire. Et le truc, c'est que sur YouTube, les gens vous disent pas toujours quand ils se sont niqués. Hein, donc, mais nous, on vous le dit. On s'est niqué. Mais là, mais moi, je donne souvent cet exemple-là. J'en parlais avec mon autre promo à Balaiso. On a fait les cuisses. Voilà, jusqu'au on a fait les cuisses.
Et on parlait du squat, tout ça, et bon, aujourd'hui, bah, ils sont assez avancés, donc ça va, ils comprennent tout ça, que c'est pas obligatoire. Et je disais, bah, moi, de ma génération, donc ma génération, c'est 2004-2005 en France athlétique. Quand j'étais champion de France, c'était 2005. Et ben en fait, tous ceux qui étaient présents en 2005, il n'y a plus personne qui est qui est en bon état, qui est en bon état et qui fait encore de la force. En fait, il y a plus, ils sont plus là. Donc moins de 20 ans après, ils sont plus là. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis, bon, bah, c'est bien, il y a des jeunes, ils disent, ouais, la force, c'est bien, le squat, le squat, le squat. Ok, ben, je comprends, parce que moi aussi, à l'époque, c'était ça. Mais sauf que, 15 ans après, bah, tout le monde, là, tous ceux qui ont persévéré sont niqués ou presque, ou alors en font de manière plus cool, ou alors font des variantes, parce qu'ils voient bien que ça les a usés. Et comme on a un capital, j'aime bien utiliser cette hypothèse, vraiment, on a une sorte de capital santé, du style, Jean Texier disait on avait un nombre de divisions cellulaires programmées. J'aime bien aussi cette histoire-là, dans le sens où, par exemple, sur le dos, on peut peut-être supporter, je dis des chiffres aléatoires hein, pour imager, 50 tonnes avec la barre sur le dos. Et puis une fois qu'on a fait les 50 tonnes, bah ça y est, on est dans le vieillissement, et puis le dos va se tasser, se tasser, se tasser. Déjà, il y a la gravité qui fait qu'on va se tasser. Et en de moins en moins d'espace entre vos vertèbres. Et puis quand il y en a moins, bah forcément le noyau il va sortir, à un moment ça va faire un dernier, puis ça va se souder, et puis vous aurez moins de mobilité, et puis vous pourrez de moins en moins bouger. Et donc c'est pour ça qu'après on voit plein de petits vieux, qui n'ont pas fait de squat en plus, mais qui n'ont pas fait de 302, qui marchent tout recroquevillés. Donc le but c'est quand même d'éviter de finir comme ça. Mais j'aime bien cette idée on a un nombre de renouvellements cellulaires, on va dire prédéfinis, en fonction de chaque articulation, en fonction de chaque personne, et tout ça. Et en fait, il faut toujours avoir ce truc en tête, de se dire, de quelle dose d'entraînement j'ai besoin pour progresser et atteindre mon objectif. Et l'idée, c'est pas, même si on adore s'entraîner, avec le recul, je dirais, c'est de trouver la dose minimale d'entraînement pour le maximum d'effet. Et d'ailleurs, c'était les théories un peu de Arthur Jones, de Mike Menzer, de tous ces grands gourous qui n'ont pas bien fini, et qui donnaient des conseils surtout pourris. Mais c'est de trouver la bonne dose pour générer le maximum d'effets. Et c'est pour ça qu'on est pour toujours garder un peu de marge, ne pas forcer jusqu'à l'échec, pouvoir générer la progression parce qu'on veut la générer. Et donc, à partir de là, justement, être dans cette optique plutôt de longévité, plutôt que cette optique d'autodestruction où on se dit, oh, allez, je rajoute 3 séries, même si elles servent à rien, ça me fait plaisir. D'accord, le plaisir, ça compte aussi. Mais les 3 séries qu'on rajoute, c'est de la longévité en moins, c'est de l'usure plus rapidement. Et ça, aujourd'hui, on l'a en tête, on l'avait pas quand on était plus jeune. Mais malheureusement, pour les jeunes d'aujourd'hui qui n'apprennent pas de ce qu'on a appris, des générations plus anciennes, c'est un peu plus compliqué. Voilà. Enfin, Ouais. bref. Mais bon, je termine sur un truc. Il faut imaginer que si vous êtes assis toute la journée, en fait, vous êtes dans une position où vous n'avez pas de tension au niveau des fesses et vous n'avez pas de tension au niveau du bas du dos, quasiment. Et en fait, quand après, le soir, vous allez faire du squat, vous passez d'un truc où vous n'aviez aucune tension toute la journée à quelque chose où tout d'un coup, vous allez devoir générer plein de tension vu qu'en plus, vous rajoutez une barre par là-dessus. Et la vérité, c'est que C'est on qu'on peut est pas en complètement fait faire con. ça. On est con comme nos On, pieds. on peut pas. C'est pas possible. C'est bref. Non, mais Voilà mon petit Rudy. c'est vrai que rationnellement, avec le recul, on se dit, mais qu'est-ce qu'on est con. Mais quand on est dans le truc, on se dit, ah, c'est génial, putain, c'est top. Mais avec le recul, on se dit, putain, mais qu'est-ce qu'on est con. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais quand on est dedans, c'est plus dur de voir, quoi. C'est l'amour de Ouais. l'affront, quoi. C'est l'amour de l'affront. Mais à la limite, voilà, imaginons un militaire qui porte son barda 30 kilos par jour et puis qui fait du squat pour compléter. Bon, admettons. Mais voilà, lui, il est habitué à mettre de la tension. Il a porté son barda toute la journée, son dos est en tension toute la journée, ses fesses aussi, etc. Voilà, il sait mettre de la tension. Mais les gens d'aujourd'hui, ils savent pas. Ils passent trop de temps assis. Donc, ils savent pas mettre la tension. Et quand bien même on la met correctement, comme j'ai dit, eh ben, ça n'empêche pas de se blesser. Donc, décidément. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait du vélo. On fait du vélo. Eh ben, on Et le fait, parcours du Tour de là, on France, c'est fait un truc qui vient d'être dévoilé, hein. Il est extrait pour toi, ce parcours du Tour de France, comme j'ai bien compris, hein. ceux qui veulent faire du squat, faites du squat gobelet avec halter. Déjà, si vous arrivez à faire ça sans avoir mal nulle part, c'est plutôt bon signe. Et après, vous pouvez éventuellement passer au squat avant à la barre. Et voilà. Puis là, puis après, faut s'arrêter là, en fait. Faut J'ai pas aller. un élève, Will, qui écoute sans doute le podcast, et bien justement, qui est très très fort, qui est fait qui est un dinosaure, selon ma codification de la méthode super physique.
d'analyse morpho-anatomique, donc très court, des bras courts, des jambes courtes. Et donc, bah forcément, il me pose des questions. Il me dit, bah jusqu'où je peux aller avant de me niquer? Parce que je crois on est arrivé à 10 à 150 au squat avant. Et il me dit, ça commence à faire lourd. Hein. Il dit, je vais me niquer ou pas? Bah, je dis ouais. Je dis là, je pense que donc on a remplacé progressivement les mouvements. Et mais c'est vrai que il y a et j'en avais parlé dans la formation Super Zik, ça me revient une vidéo. J'avais donné pas mal d'exemples avec des gars qui étaient dans la team, donc je préférais le dire dans la formation plutôt grand public. Et j'avais dit, bah, pour chaque personne, en fait, il y a une sorte de limite de charge à partir de laquelle on va sentir que ça devient dangereux. Donc moi, par exemple, au développé couché, j'ai toujours dit, dès que je dépasse les 120, 130 kilos en série, je sens que c'est pas bon. Je sens que je suis en train de me niquer, alors que quand je m'entraîne autour de 100, bah ça tout va bien. Car pour l'instant, ça va. Mais dès que je mets un peu plus, je sens que c'est pas bon. Donc à chaque fois, ça m'arrive plus en ce moment, c'est un moment que ça m'est pas arrivé, mais quand je m'emballe et je dis allez, bon, je remonte au coucher, j'y vais, parce que j'ai toujours de la réserve. Et ben en fait, tout de suite, des douleurs aux épaules, des douleurs tendineuses. Je suis obligé de faire beaucoup plus de choses pour compenser le développé couché, qui est pas un mouvement très naturel. Donc, et chaque personne va avoir sa propre limite. Le tout, c'est d'arriver à la sentir et de se dire bon bah voilà, maintenant il faut que ce soit un peu plus raisonnable et que je trouve d'autres objectifs plutôt que de persévérer pour gagner 5 kilos sur mon développé couché dans l'année, en faisant tout bien, en espérant ne pas avoir le Covid pour ne pas tout perdre. Et et Oui, donc puis encore ton gars, mettons qu'ils se disent ah bah tiens, finalement je vais jouer la longévité, je m'arrête et je vais faire plein de fois 10 reps à 140 pour les 10 années à ah venir. non, il va faire moins, il va Il faire est pas moins. dit, C'est moi qui il est le pas dit coach, qu'il donc je vais le sauver quand même. Je vais le sauver, il est pas dit qu'il chope pas une blessure d'usure quand même. Bon, bref. bien Hein, sûr. alors, à un moment donné, en fait, il faut réfléchir puis se dire que on fait pour être beau, voilà, hein, ceux qui font de la musculation pour l'hypertrophie, pour être beau puis pour avoir le plaisir de contrôler son corps, mais pour la longévité aussi. Et voilà. Et les exercices qui mettent trop de pression sur le dos, ça, c'est pas une bonne chose parce que le dos, il faut qu'il dure toute la vie. Alors ça, hein, et comme il y a trop de risques de se niquer, eh bien, voilà, la balance bénéfice-risque, pour reprendre un terme vaccinal et Covid, est pas bonne en fait avec le squat arrière. Fabrice, C'est ça. je t'embauche pour la vaccination. Ouais, ouais, c'est ça. Ben non, mais bon, c'est parce que, allez, je suis là-dessus, parce qu'on arrive au bout, le temps passe super vite, c'est qu'en fait, l'être humain ne voit jamais à moyen et long terme. Souvent, la tendance naturelle, c'est de voir à court terme, de voir son plaisir rapide, donc de faire, normalement c'est sur la bouffe, sur les comportements un peu dangereux, mais même sur la muscu, on voit le truc sur le moment. Moi, je me souviens quand j'avais 20 ans, tu fais de la muscu, tu dis, ouais, je rajoute une série, tu dois gonfler, 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 tu dis, ouais, ça marche, ça marche, ça marche. Et donc, tu continues, tu continues, tu continues, mais t'as pas ce recul de la progression sur le moyen et long terme, de, bah, en fait, il faut que je sois bien, mais ça va être, la vie, c'est quand même assez long, normalement, si tout se passe bien. Donc, t'as pas ce recul, en fait. Et donc, tu fais des choses que tu devrais pas faire, euh, Ouais, mais ça, ouais, mais il y avait pas que ça, Rudy. C'est qu'on avait une information fausse en termes d'adaptation. On pensait qu'en fait, le corps, au niveau devenez sa fonction. articulo-tendineux et tout ça, voilà, allait s'adapter. Mais en réalité, les adaptations articulaires et tendineuses sont extrêmement faibles par rapport aux adaptations nerveuses et musculaires. Et il n'y a pas l'adaptation, puis au final, on se blesse. Et donc, c'était pas que une espèce de folie parce qu'on pensait pas au lendemain. C'était parce qu'on croyait qu'on allait s'adapter, mais ça ne s'adapte pas en fait. C'est ça le problème. Et ce qui est dangereux, c'est qu'il y a toujours certaines personnes, toi t'es pas sur les réseaux, mais moi je le vois, qui disent mais si les vertèbres s'adaptent, ça se renforce, nanana. Ils prennent toujours l'exception, ou le gars de 80 ans qui fait du soulevé de terre, il a commencé 10 ans avant, ou peu importe, et même s'il a commencé à 70 ans auparavant, on prend toujours l'exception comme étant la norme. Et comme c'est pas l'exception, comme tous ceux qui ont arrêté ou qui se sont niqués, qui sont plus là, et voilà, ils sont passés à autre chose, bah ils sont pas là pour dire voilà, ça faut pas le faire. Sauf que bah, nous, comme on a l'expérience, ça fait quand même plus de 20 ans qu'on voit des gens, et ça fait un moment que j'en coach, hein, que j'en vois pas mal aussi, des milliers et des milliers de personnes. On voit bien où ça mène, et c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention, là avec les réseaux surtout, aux exceptions, à ce qui est montré, parce que ça peut tromper sur ce qui va vraiment se passer. Le vieillissement est là, et on se dégrade, et c'est pas du renforcement, c'est de la dégradation, même si on essaye de limiter la dégradation, il n'empêche qu'on est passé 25 ans, je le dis souvent, sur la pente descendante, même si on peut encore progresser, tout ça, parce qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait auparavant, mais on est sur une pente descendante, et on essaye de réduire cette pente descendante au maximum. Donc voilà, soyez prudents, et ne faites pas les exercices qu'on a dit qu'il fallait pas faire, si vous voulez nous écouter.
les gens gueulent tout le temps quand je dis la liste des exercices interdits qu'il y a dans le tome 3 de la méthode Superphysique. Ils disent, bah, attends, si je fais plus tout ça, qu'est-ce que je fais? C'est beaucoup moins drôle. Mais ce qui sera moins drôle, c'est quand tu auras 50 ans et que tu pourras plus bouger. Oh, puis ça arrive, ce sera avant, ce sera avant les 50, hein, t'inquiète pas. Sur ce, le temps est passé très très vite. Donc on arrive au bout de cet épisode. On espère, comme d'habitude, que vous avez passé un agréable moment dans notre compagnie. Si vous souhaitez y réagir, donc comme j'ai dit, c'est sur SoundCloud ou sur YouTube. Si vous souhaitez des précisions ou autres, et on se fera un plaisir d'y répondre dans le prochain podcast. Si vos questions n'ont rien à voir avec l'épisode, on accepte quand même les petits merci, les petits messages d'encouragement. N'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique. Tout ce dont on a parlé se trouve en lien dans la description de l'épisode, pour ceux qui souhaiteraient donc aller plus loin. Et puis nous, de toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, dans la bonne humeur. Allez, bon entraînement et salut à tous. Salut!